Merci d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection, les kiosques, ces magazines qui vous aident à connaître les analyses stratégiques sur l'actualité politique bouillante de l'air en République démocratique du Congo. Vague des nominations dans des entreprises publiques, le chef de l'État a procédé à la signature d'une série d'ordonnances consacrant les changements stratégiques à la tête des entreprises publiques. L'Union pour la démocratie et le progrès social, cette grande formation politique qui a milité pour l'avènement de la démocratie au pays, n'a réussi aucun poste, mais également il y a eu retrait de certains postes des alliés, notamment le mouvement de libération du Congo, dont Fidel Babalaoundou était DG de Sakima, mais aujourd'hui, il a été remplacé par une autre personne. Cette question va être analysée et débattue au cours de votre magazine de prédilection, les kiosques et finances publiques en République démocratique du Congo. L'État lance un audit de la paye des fonctionnaires pour préserver la stabilité sociale. Peut-on dire que l'État se resserre sur Doudou Fouama, ministre des Finances, mais également Jean-Pierre Liaou? Pourquoi initier une telle démarche? Il y a manque de confiance entre le chef de l'État et ses collaborateurs par rapport à la dite question. Cette question va être analysée et débattue au cours de votre magazine Les Kiosques. Et puis nous allons faire une petite réflexion stratégique face à un cycle récurrent des violences en République démocratique du Congo avec en toile de fond la réouverture plutôt de frontières entre Uvira et à Gatumba et la République démocratique, entre Uvira plutôt et Gatumba au Burundi. Nous allons analyser cette question d'autant plus que la réouverture a eu lieu hier, lundi 23 février, après plus de 2 mois de fermeture, suite bien évidemment à la guerre qui sévit l'Est de la République démocratique du Congo entre les forces loyalistes et l'AFC 1-23 soutenu par le Rwanda. Cette question, toute cette question va être analysée et débattue, et puis nous allons également prendre en compte cette problématique de non-respect de cessez-le-feu, une initiative de cessez-le-feu qui a été de la part du président Joao Lourenço en vue des préparatifs des dialogues politiques à l'est de la République démocratique, des dialogues politiques plutôt pour résorber la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette question va être analysée et débattue au cours de cette émission avec nos invités. Ousmane Podokaba, salut. Salut, monsieur le journaliste. Je profite aussi pour saluer tous les invités qui sont sur cette table. Je pense que le débat qui va avoir lieu ici va être un débat basé sur l'esprit républicain. Très bien. Gérald Mbala symbolique. Merci Guy pour l'invitation. Un grand bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, à tous mes collaborateurs ici présents, comme aussi à tous les auditeurs de RALIC branchés à cette tribune prestigieuse pour nous suivre. Avec nos commentaires et analyses, nous allons ensemble partager ces moments. Et dis, si vous permettez, les biscuits ne manquent pas. Hein. J'allais peut-être profiter pour faire de cette campagne que le ministère provincial de Finances a lancée, le civisme fiscal, profiter de la même lancée pour dire que du côté du ministère de l'économie, on a eu à publier un rapport preuve à l'appui montrant combien le ministère s'est battu, bien sûr c'est le gouvernement à travers ces ministères, s'est battu pour la réduction des prix des biens de première nécessité. Je crois qu'il y a eu 41 articles, c'est-à-dire le sucre, le maïs, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais malheureusement, du côté de la population, il n'y a pas toujours un comportement digne
hein, où nous ne nous montrons pas assez réceptifs, nous ne nous montrons pas assez solidaires pour que nous améliorons tous ensemble notre vie. Donc on les regrette, c'est que le gouvernement joue sa part. Il y a les prix, la réduction du prix des carburants qui doit avoir des effets dans tous les secteurs, chose faite, mais malheureusement, côté, les importateurs ont pris encore les relais pour respecter ces instructions-là du VPM Daniel Mukoko Samba. Mais malheureusement, nous, la population, on ne se rend peut-être pas compte. C'est comme si c'est nous qui ne jouons pas notre partition. Il y a toujours des hausses non prévues. On pense gagner plus, alors que les autres aussi, dans d'autres secteurs, ils vont agir de la même manière. De ce côté-là, nous, la presse, nous sommes vraiment obligés de sensibiliser la population pour montrer que tout ce que nous faisons comme augmentation inutile dans un esprit de cupidité retourne d'une manière ou d'une autre contre nous-mêmes. Donc, c'est important. Mais c'est une réalité qui doit être sanctionnée, notamment par le ministère, à travers ses agents déployés sur terrain. Les agents sont là, il dit. Il faut dire à la population aussi ce qu'il a à faire comme part de responsabilité. On a réduit, c'est ce qu'on a toujours souhaité. Voilà que le bien-être, la recherche, la quête de la bien-être de la population, le gouvernement a fait sa part. Ne serait-ce que pour cette piste-là. Suivons-les là. Hein? Le ministère de l'économie s'est bien comporté, comme le gouvernement s'est bien comporté à travers ces ministères, mais quelle est la part de la population? On ne se rend peut-être pas compte qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui sillons l'arbre dans lequel nous sommes assis. Très bien. Mais c'est Gandhi. Vous êtes à temps aujourd'hui. Oui. Félicitations. Félicitations pour être là à temps. J'aime bien me provoquer. Les téléspectateurs sont compris. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce que mon collègue vient de dire. D'abord, mes salutations à tout le monde, à commencer par toi et puis mes collègues, sans oublier toute l'équipe de la radio comme de la télévision. J'aime bien votre côté des politesses, en fait. Ouais. Et puis, ne pas oublier aussi les téléspectatrices et téléspectateurs. Mais d'entrée de jeu, j'aurais plutôt parlé dans mon biscuit d'une recommandation, pas une recommandation, une sollicitation au ministre, au VPM des Transports. Moi, j'ai dit qu'il est temps. Il a commandé un autre aéronef pour Air Congo. C'est un avion pour Air Congo. Là, je félicite. Il y a eu pas mal de locomotives pour la SNCC. Félicitations. Il y a une amélioration au niveau des dessertes ferroviaires et globalement. Je félicite. Moi, j'ai dit qu'il oublie quelque chose de très important pour Kinshasa. Il nous faut arriver à avoir une grosse compagnie comme pendant la période TSL, Léopoldville, pendant Mobutu, il y avait 2000 bus pour la ville de Kinshasa. Je lui recommande d'acheter au moins entre 2 à 3000 bus pour desservir Kinshasa, le centre de la ville de Kinshasa. Puisque actuellement, il y a un effort qui est fait au niveau du gouvernement pour réhabiliter certaines routes, en construire d'autres. Mais il ne faudra pas attendre, je pense que c'est maintenant qu'il faut commander ces bus-là. Ça va jouer non seulement pour le coût de transport, mais aussi réduire le bouchon et créer une certaine fluidité dans ce sens-là. Et que le taxi-bus, là, qui ne sont pas dans de bonnes conditions, où les gens sont transportés moins bien que les animaux, doivent aller pour nous ramener du charbon, des vaches ou autres. Donc c'est ce que je voulais dire. Mais je ne pouvais pas ne pas dire un mot par rapport à ce que notre ami a dit. Je prendrai simplement 1 minute. Moi, je dis, peut-être qu'il n'était pas fort en mathématiques à l'école, ou les calculs. Non, je lui demande de faire juste un petit calcul. Oui. On avait réduit le prix de l'essence. À l'époque, on avait la valeur du franc congolais par rapport au dollar, c'était de 2800. Mais maintenant que la valeur est en dessous de 2800, le prix de l'essence est resté la même. On payait presque moins d'$1. Aujourd'hui, on est en train de payer l'essence $1 ou plus. Donc, je ne sais pas où il y a eu baisse. Au contraire, la baisse qu'il y a eu il y a quelques mois est retombée par le fait de la baisse du franc congolais. Fais le calcul, tu verras ça. Au niveau du marché, tu parles des 40 articles qui ont baissé de prix, mais regardez d'autres prix de certains produits de tous les jours. Mais ils n'ont pas baissé. Au mieux, le prix stagne. Au pire,
toi-même, tu te contredis en disant qu'il y a des marchands qui ne respectent pas le prix indiqué par le ministère de l'économie. Donc, il faut avoir la clarté dans ce qu'on dit, la clarté pour dire que le peuple n'a pas encore gagné. Sans compter que les salaires sont payés en retard. Les gens qui vont s'endetter, ils payent comme système Banque Lambert, ils payent avec un additif, avec des intérêts. Donc, ils sont perdants sur toutes les coutures. Très bien. En tout cas, non, on ne doit pas s'éterniser là-dessus. On ne doit pas s'éterniser là-dessus, d'autant plus que ce n'est pas les débats du jour. C'était dans le cadre de tes biscuits. On court derrière les temps, nous devons respecter l'opinion qui nous suit. D'autant plus c'était à l'époque où c'était 2800. Nous attendent à ce que nous puissions analyser les sujets annoncés. Très bien. Ousmane Fodo Kaba, je commence ce premier tour des tables avec vous. Nomination au sein des entreprises de l'État. Cette vague de nominations touche les secteurs miniers, énergétiques et aéroportuaires, piliers stratégiques de l'économie congolaise. Comment voyez-vous cette nomination? Merci de m'accorder encore la parole. Il y a eu effectivement une nomination au sein de différentes entreprises publiques en République démocratique du Congo. Et c'est dans la compétence du président de la République, parce que celui qui nomme, évidemment, il faut avoir le contre-sens du Premier ministre, mais ce rôle régalien de nomination revient au président de la République. Il a nommé, je pense, dans 4 entreprises publiques. Je sais que peut-être la nomination, comment je vais dire, au sein des 4 entreprises publiques, 5 entreprises publiques. Bien qu'il y a la réforme qui a été faite, je crois, en 2008, concernant ces entreprises publiques. Parce que avant la réforme de 2008, en 1978, il y avait, comment on dit, un cadre légal plutôt qui régentait ces entreprises. Mais parce qu'il n'y a pas eu de performance, c'est pourquoi en 2008, il va y avoir réforme. Et la réforme de 2008 va transformer ces entreprises publiques en sociétés commerciales. Oui. Ça veut dire que toutes ces entreprises doivent maintenant faire, comment je veux dire, maximiser de profits, mobiliser des recettes pour le compte du pouvoir public. Et je pense que le président de la République vient de faire rentre toujours dans cette logique-là, de pouvoir, permettre aux nouveaux dirigeants de ces différentes entreprises de pouvoir rentabiliser ces entreprises afin que, le caisse de l'État puisse être renfloué. C'est une bonne chose. Mais je suis en train aussi de me poser la question. Il y a eu une nomination aussi à la SACIM. La SACIM qui est une société aurifère. Mais lorsque l'on essaie un peu de voir à fond, de réfléchir à fond, nous allons comprendre que SACIM, jusqu'à aujourd'hui, cette entreprise, n'est-ce pas, explore par des moyens artisanaux. Ce qui est un problème très sérieux. Alors avec les nouvelles nominations, parce que aussi, le pouvoir public reste par ailleurs le seul actionnaire de toutes ces entreprises qui se sont transformées en sociétés commerciales, il faudra aussi, par le pouvoir public, de pouvoir mettre autant de moyens dans ces différentes entreprises pour que ces entreprises soient capables de pouvoir, donner les résultats escomptés. Mais faudra-t-il admettre qu'avec ces allures, ces entreprises deviennent des canards boités, en fait? Oui, effectivement, elles paraissent de canards boités parce que, il n'y a pas eu assez d'hommes capables de pouvoir mener en bien le destin de ces entreprises. Avec ces nouvelles nominations, peut-être le président de la République a eu à avoir aujourd'hui de bonnes personnes, a eu à avoir des gens peut-être qui ont une capacité managériale assez élevée pour pouvoir mener en bien le fonctionnement de ces entreprises. Mais vous ne voyez pas que la responsabilité ne compte pas aux personnes. On devait mettre des moyens pour que les services soient mieux menés. Mais quand il n'y a pas de moyens, vous ne voyez pas qu'il y a en Guisto-Roche quelque chose qui ne va pas? Par moment, il y a aussi des moyens que l'État met à la disposition de ces différentes entreprises. Il y a aussi ce problème de mauvaise gouvernance.
ces problèmes de la corruption qui gangrènent ces différentes entreprises. Donc à l'IGF, parce que aujourd'hui nous avons une nouvelle personnalité à la tête de l'IGF, que le contrôle qui se faisait à l'époque de celui qui était avant, je pense, Alinguetti, puisse encore refaire surface pour que ces entreprises soient effectivement des entreprises compétitives capables de pouvoir renflouer le caisse de l'État. Malheureusement, les remplaçants d'Alinguetti n'est pas jusque-là encore sorti de sa léthargie. On regrette même que Alinguetti, les départs d'Alinguetti, d'autant plus que l'IGF ne fonctionne plus comme datant, on se pose la question pourquoi. Gérard Lemba, je reviens à vous. Nomination au sein des entreprises du portefeuille. Ah non, des entreprises publiques, excusez-moi, permettez-moi de dire ça, même portefeuille, même public, oui. Où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à une série d'ordonnances, à la signature d'une série d'ordonnances, en vue de remplacer certains, mais il se pose un problème. Le problème est que son parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, cette grande formation politique qui a milité pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo, n'a réussi aucun poste. Comment interprétez-vous cette réalité? Merci Eddy. Je pense que c'est dans les soucis de booster le portefeuille de l'État. Oui. Surtout en quête d'une nouvelle impulsion de performance, que le chef de l'État a signé cette nouvelle ordonnance dans ces quelques entreprises, ce qui est d'ailleurs à saluer. Et je pense que ce qui est plus important ici, là je suis encore dans la forme, généralement à chaque sortie d'une ordonnance présidentielle, quand vous vérifiez un peu dans les réseaux sociaux, il y a toujours des reproches ou des attaques contre le chef de l'État en termes de tribalisme. Cette fois-ci, j'ai veillé. C'est comme si les gens ne sont pas encore bien éveillés pour voir cet aspect-là. Est-ce qu'ils sont-ils au courant de l'identité de tous ces nouveaux animateurs ou mandataires nommés? En tout cas, il y a très moins de critiques en termes de tribalisme. C'est déjà un très bon pas, donc c'est à nous de saluer. Alors, puisque vous soulignez, c'est pas une déception de la part de l'UDPS, là je ne partage pas. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, pour être élu, il était accompagné de beaucoup d'alliés. Bon nombre de ces alliés qui aujourd'hui ne se retrouvent toujours pas. Alors, l'UDPS doit se montrer un peu plus respectueuse lors d'une décision présidentielle. Et ce n'est pas l'UDPS qui doit donner les tons pour commencer à réclamer, alors que s'il faut prendre le tableau général de l'appareil de l'État en termes des animateurs, en termes des entreprises, vous allez voir que c'est l'UDPS qui est toujours en tête. Alors quand l'UDPS se plaint pour une ordonnance, je crois, de 5 entreprises, je ne sais pas quel serait le sort de tant d'autres qui jusqu'à aujourd'hui se sentent aigris par rapport au partage. C'est pas des thèmes de responsabilité. Alors, je disais aussi, je disais, ce qui est plus important, à chaque fois qu'il y a changement au sein des entreprises de l'État, ce qui est plus important ici, c'est qu'on doit plus être à l'écoute des premiers acteurs, c'est-à-dire que les concernés, ces agents-là qui sont dans ces entreprises-là. Oui. Comment ont-ils accueilli ces nouveaux mandataires? Ça, c'est capital, parce que c'est le début de tout. Parce que vous verrez que dans certaines entreprises, c'est comme si le grand souhait quotidien, c'est de voir les changements à la tête de leur entreprise. Donc la manière dont... par rapport exactement, à la manière dont vous gérez la chose, oui. de la manière dont vous gérez l'entreprise, ils se disent que peut-être le prédécesseur, peut-être, ouais, c'est capital ce que j'ai dit ici. Quand vous êtes mal accueilli, il n'y aura pas assez de performance. Pourquoi? Parce que les agents ne sont pas motivés. J'ai pris soin quand même
d'appeler quelques agents dans une entreprise. Ici, je parle de la RVA. Oui. J'ai pris soin. Avec lui, Blaise Londolé. Lui, Blaise Londolé, qui a été confirmé cette fois-ci. Oui. Il jouait l'intérim. Il jouait l'intérim, mais là où j'ai aimé, c'est que les agents sont d'accord avec sa confirmation. Et l'autre est déjà là, qui a été suspendu momentanément. C'est peut-être l'occasion où j'apprendrai que les DGA à l'époque, puisque lui était le DGA, des fois ils n'étaient pas associés dans des prises de décisions assez capitales. Je veux parler quand l'entreprise veut contracter un prêt dans une banque. Donc il devait être surpris. Lui, Blaise. Je vous dis, j'ai eu à parler avec quelques agents. Je me suis dit, mais dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe au juste? On devait avoir cette symbiose, cette harmonie au sein du conseil d'administration, à commencer par les PCA, les DG, les DGA. Mais s'il y a déjà des conflits, on en a vu dans pas mal d'entreprises, au CCA, il n'y aura pas toujours de résultats. Mais ici, en tout cas... Les frères également, ils ont connu les mêmes cas. Ou, dans ces quelques mandataires qui gèrent l'entreprise, il y a déjà un conflit. Ça va se répercuter sur les agents. C'est là peut-être que se glisse la dimension tribaliste, c'est pas se glisser encore beaucoup de paramètres vont entrer. En tout cas pour la RVA, là je dois vraiment avouer ici, c'est que j'ai entendu un bon écho pour dire que Blaise Londolé a un sens d'écoute, hein, c'est un homme de dialogue et qu'il est au four et au moulin, surtout dans les créances que doit recouvrir l'RVA à l'extérieur du pays, ici-bas, pour ne serait-ce que couvrir tout ce qu'il a trouvé comme trou. Donc à cela, on doit quand même le dire. Pour les autres, il faudrait que les agents s'expriment par rapport au nouveau. Pour lui, c'est une confirmation. Donc nous ne pouvons que de saluer, puisque les agents ont applaudi sa confirmation. C'est déjà une très bonne chose. Pour le reste, nous allons le juger dans les temps. Très bien. Monsieur Gandhi, Oui. vous avez suivi l'argumentaire de Gérard Lemba par rapport à ces différentes nominations par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais là où les bas blessent, c'est du fait aussi que les gérés promis, en fait, ceux qui sont élevés au rang 2, ont oublié la devise servir et non se servir. Votre analyse? Mon analyse, c'est que moi, je reste toujours sur ma faim, puisque moi, je ne peux pas donner une appréciation par rapport à ces nouvelles nominations. Bruno? Dans la mesure où il n'y a jamais eu de publicité, il n'y a pas de publicité sur la gestion de ces entreprises. Mais finalement, faisons les travail comme des professionnels. Ces entreprises, c'est pas au juste. Au niveau de ces entreprises, on devrait plutôt, chaque début d'année, mais regardez ce qui se passe. au niveau du premier semestre, on devrait avoir les résultats, je dis bien les résultats, de chaque entreprise. C'est-à-dire quand on a payé les taxes de l'État, quand on a payé les salariés, on n'a jamais eu les éléments sur l'état de gestion de ces entreprises. On peut valdinguer certains responsables, en nommer d'autres. Pour moi, ça ne change rien. On prend les mêmes et on repart dans une situation où tout reste opaque. Est-ce que vous connaissez, vous avez déjà eu une page ou 2 pages d'un journal où une entreprise publique met sur la place publique l'état de gestion de son entreprise et les résultats à la fin? Non. Ça pose un problème, mais moi je ne peux ni féliciter ni m'en prendre à ces nominations. Maintenant, vous souhaitez quoi au juste? Moi je souhaite qu'il y ait clarté dans la gestion. Que ces entreprises, quand ils ont fini un exercice comme l'exercice de l'année dernière, de 2025, et d'ici le mois de mars, avril, qu'ils puissent nous projeter, publier les résultats de leur fonctionnement et les résultats de ce qu'ils ont gagné ou perdu. Puisqu'il y en a qui sont toujours en déficit répétitif. Ce genre d'entreprise, il y a un problème. Ça nécessite des audits dans chacune de ces entreprises. Il faut qu'il y ait des audits. Il y a un personnel, admettons, il y a 120 personnes pour gérer telle entreprise A au quotidien.
Mais quand on nomme de nouveaux DG, de nouveaux conseils, membres du conseil d'administration, vous verrez que à leur tour, ils vont embaucher les 120 personnes comme salariés. On va passer à 130, 150. C'est quoi ça? Pour moi, c'est pas une gestion, c'est pas une bonne gestion. Ils embauchent à partir de quels éléments, etc. Il faut embaucher dans les 3 mois qui suivent, là, sans être même au courant des résultats des 3 dernières années ou 5 dernières années des entreprises pour lesquelles on leur a donné des fonctions. Mais moi, je ne raisonne pas côté... Mais vous avez suivi l'argumentaire de Gérard Lemba, Ouais. qui a dit que le chef de l'État, lorsqu'il a eu à nommer, il n'a pas tenu compte de cette question du tribalisme. Hein. Il n'a pas eu à prendre son frère, le nommer quelque part. Mais non. vous remarquerez que parmi ces nominés, il y aura de ceux-là qui vont faire recours à leur frère, à Kanabayonga, ouais. à Moujimaï, à Kananga, à Lubumbashi, même s'il est incompétent, Ouais. il doit être là à ses côtés. Ouais. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Moi, je ne voudrais pas aller dans le sens de Gérard. Peut-être qu'il n'a pas voulu dire ce que je vais dire, à savoir, cette fois-ci, le président de la République a veillé à ce qu'on ne puisse pas imprimer ces nominations au travers du tribalisme. Non. En rajoutant, je ne voulais pas te titiller là-dessus, mais c'est la question qui m'est posée. En disant qu'il n'y a pas de gens de l'UDPS comme avant. Moi, je dis non. En disant plutôt que la plupart des institutions sont dirigées par les gens de l'UDPS. Faux. Je te dis faux. Qui dirige la banque du Congo? C'est que tu n'as vu pas, Qui dirige la banque du Congo? C'était pas ça. Qui est Premier ministre? Je suis là qui est pour- président de l'Assemblée? Qui est président du Sénat? Je suis là Les grandes pour institutions. t'aider à éclaircir. Moi, je pense que c'est équilibré. Je n'ai pas dit Ah, là, j'ai que mal la compris. plupart de ceux qui dirigent les institutions sont de l'UDPS. Ce n'est pas ça la phrase. J'ai mal compris Simplement, peut-être. si vous prenez les tableaux d'une manière générale Ouais. au sein du gouvernement, dans les entreprises publiques, vous verrez que l'UDPS reste en Non, mais tête. là-dessus aussi, j'aimerais liste. que nos élites sortent de ça, de cette Faut pas me philosophie. dire ce que je- Il faut sortir de cette philosophie dans le sens où les compétences n'ont pas d'origine. Tu peux être bas Congo, tu peux être, disons, du Congo central plutôt, tu peux être du Kasaï ou de l'Équateur. C'est ce qui importe, ce sont les compétences. J'ai je- répondu à Eddy. c'est mon temps. Pour être clair, j'ai répondu à Eddy qui a donné une plainte ou une indignation de l'UDPS du fait qu'il ne se soit pas retrouvé dans cette nouvelle ordonnance Ouais, donc, présidentielle. C'est ça. Je dis d'accord, que mais j'ai l'UDPS compris. pouvait aussi se taire du fait que le chef de l'État qui est une émanation de cette formation politique, l'UDPS devait se montrer un peu plus respectueuse. Il ne faut pas qu'à chaque D'accord. décision du chef de l'État, Ouais. l'UDPS ait toujours un mot à dire, tout simplement parce que il est de l'UDPS. Non. D'accord, ok, j'ai compris. Il y a des alliés. Pourquoi j'ai fini mes Oui. propos. Moi, j'ai dit, il faut sortir, que l'élite sorte de là. Ce genre de choses, d'analyse. Quand tu regardes le monde de la magistrature, tout le monde le sait, qu'il y a une majorité des Louba. C'est pas le gouvernement, c'est pas le président de la République qui nomme ces magistrats-là, ces avocats-là. Ça date de plusieurs décennies qu'on a remarqué qu'il y a plein de juristes originaires du Kasaï, plein de médecins originaires de Kasaï, Là, je plein suis d'accord avec d'ingénieurs. vous. Là, je suis Nous d'accord devons avec être derrière les compétences, quelles Là, que je- soient leurs origines. On ne doit pas comptabiliser par rapport à leurs origines. Vous voulez dire que ces juristes-là, Boulouba, ne sont pas compétents? Non, j'ai dit que s'ils sont là, c'est puisqu'ils ont fait des études. Oui. Ils ont des compétences. Oui. Il faut plutôt choisir des gens suivant leurs compétences. Ils sont les plus nombreux, ils sont les plus nombreux à avoir fait des études de médecine, de droit, d'ingénieur, etc. C'est normal. Cherchons les compétences. Ne comptabilisons pas les origines des gens. D'ailleurs, ça devrait être banni, puisqu'on est en train d'aller vers la création d'une nation comme Mobutu avait commencé. Quand on crée une nation... géopolitique. Non, sortons de géopolitique. Majeur. Non, moi je suis contre La décision du chef. ce dont on parle, la géopolitique. La On doit géopolitique. prendre les gens pas par rapport à la géopolitique. Ça, c'est ce qui a fait. On a juste une C'est seule ce qui a géopolitique au conservé Congo. cette cohésion de la. Quelle cohésion? Major Alemba, vous ne voyez pas, Ouais. quand vous parlez de la géopolitique, vous ne voyez pas que par là, les tribalismes a tellement marqué hein, Bah oui. la politique de l'État congolais et cela a favorisé
l'éclosion du sentiment tribal au détriment du sentiment national. Les jeux politiques, il faut sortir de là. Pour des raisons didactiques. Oui. Revenons un peu en arrière, remontons. Avant que le chef de l'État appose sa signature, mais il y a combien de services qui travaillent, ne serait-ce que pour identifier les animateurs en question? Il y a combien? Quand je dis, je prends les critères des géopolitiques, c'est simplement pour montrer que chaque territoire, chaque province, c'est pas n'importe quel coin et recoin du pays, doivent se retrouver. Et je reste convaincu que partout en RDC, il y a ces compétences-là. Partout. S'il faut chercher un tel technicien qui est de l'Uturi pour ces postes-là, vous ne manquerez pas de le trouver, que c'est pas dans tel domaine, l'Uturi a manque tel expert. Non. Il ne faut pas gérer comme ça. Au nom de ces principes de la géopolitique, on cherche à savoir dans d'autres postes. Ceux qui sont là-bas, ils sont de quelle province? C'est capital. Ça garde, ça conserve. Moi, je dis qu'on doit aller vers la création d'une nation qui est plutôt de reculer, aller comme l'autre, c'est que Lumuna Sando Kabuya prenait sur les nations tribales. Il faut sortir des nations tribales. Ça ne contredit pas la compétence. La géopolitique n'est pas l'antipode de la compétence. Il faut souligner. Moi, je suis pour qu'on sorte de cette truc-là, et à la fois de la géopolitique et à la fois par le fait que certains partis politiques disent nous sommes les plus élus, les mieux élus, le poids politique. Sortons de tous ces segments-là. Ça nous donne du retard. Le poids politique, les plus d'élus, et plus d'élus par rapport à qui? Puisque les plus d'élus là, quand tu regardes, la majorité des Congolais ne sont pas représentés par ces représentants qui sont à l'Assemblée. C'est une minorité qui vote. Comment est-ce que, puisqu'ils ont eu un nombre impressionnant au niveau des élections, qu'ils puissent s'arroger tous les postes? Et le reste des Congolais qui ne sont pas dans les partis politiques, ils sont représentés par qui? Ils seront représentés par qui? Sortons de la géopolitique. Ce n'est pas à toi que je dois expliquer. Non, sortons de la notion de la représentation nationale. Non, ce sont les délégués. La représentation nationale, ça doit être au niveau des institutions internationales. Mais au niveau national, tous ceux qui nous représentent au niveau des institutions sont des Congolais, qu'ils soient du Congo central. Très bien. Changeons de chapitre. On ne doit pas se focaliser là-dessus. Pardon, cette fois-ci, de cet audit de la paye des fonctionnaires de l'État en vue de préserver la stabilité sociale. Ousmane Podokaba, je commence par vous. Face aux tensions croissantes et sur la trésorerie publique, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé la nécessité d'un audit approfondi de l'état liquidatif des payes des agents et fonctionnaires de l'État. Faudra-t-il admettre que cette décision s'inscrit dans une démarche, je dirais, globale d'assainissement des finances publiques et des disciplines budgétaires? Oui, effectivement, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, lorsqu'il a eu à apprendre et qu'il y aurait de problèmes, je ne sais pas, au niveau de la paie, par rapport à la paie qui vient de se passer ici, par rapport au retard de la paie, c'est ce que j'allais dire, par rapport au retard de la paie, il est normal que le président de la République puisse s'interroger, demander peut-être à la première ministre que le chef du gouvernement de pouvoir initier un audit quant à ces. Mais ici, moi, je suis en train de me dire, est-ce que le problème, comment je veux dire, le problème du budget de l'État, c'est seulement ce problème lié à la masse salariale ou bien à la paye des fonctionnaires de la République? Parce que avant que le président de la République puisse demander à la chef du gouvernement d'initier l'audit de la paye, évidemment, elle va faire ça, la chef du gouvernement va faire ça avec l'inspecteur de finances. Hein. Oui. Il y a eu déjà cette mise en garde qui était venue de la part du FMI. Alors moi, je me suis toujours posé avec cette question de la masse salariale. La masse salariale. Alors, mais je ne pense pas que le président de la République
elle rejoint cette mise en garde du FMI. Je pense qu'en tant que chef de l'État, par rapport au RIMER, par rapport à tout ce qui s'est dit, en tant que bon père de famille, il demande à cette femme-là, qui est la première ministre, de pouvoir auditer sur la paye des fonctionnaires. Mais il y a aussi tant d'autres problèmes qui font que le budget de l'État ait des problèmes, ait des écueils. Ce n'est pas forcément la paye des fonctionnaires, parce que nous avons aujourd'hui, je crois en nombre, 1,2 million fonctionnaires dans la République démocratique du Congo, pendant que nous sommes 100 millions d'habitants. Pour moi, ce nombre est tellement peu et que la fonction publique doit encore engager des gens. Si l'on présente la question, je ne sais pas, du déficit budgétaire, que cette question par rapport à la paie des fonctionnaires, je pense on va faire fausse route. Oui. Il y a tellement de problèmes, peut-être même le président de la République le disait aussi, le problème du train de vie des institutions de la République, les cabinets ministériels. Pour les institutions se sont accaparées la part du lion. La part du lion, parce que même, je crois, en 2006, pendant la campagne, j'avais vu le président du MLC, le président Jean-Pierre Bemba, pouvoir en aborder. Lorsqu'il a abordé la question liée sur comment électrifier les 145 territoires de la République démocratique du Congo, il en a y parlé. Lorsqu'on lui a demandé, vous aurez l'argent où? Il a dit que dans des cabinets ministériels. Il y a tellement de l'argent qui circule dans des cabinets ministériels. Lorsqu'on essaie un peu de les comprimer, cet argent, la marge qui va rester, on peut les allouer dans d'autres secteurs. Donc il ne faut pas faut pas diaboliser les fonctionnaires qui d'ailleurs sont très mal payés, et surtout qu'il y a aussi une disparité des salaires au sein de cette fonction publique entre les CG, les directeurs et peut-être les huissiers. Donc, on se demande à quand l'uniformisation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Vous trouverez au ministère du Budget, il y a des administratifs qui touchent 10 millions, 9 millions, 8 millions. Là, c'est au niveau des primes. Également au ministère des Finances. Mais tandis que dans d'autres ministères tels que le développement rural, formation professionnelle, n'en parlons même pas, où les agents jusque-là ne sont pas encore payés. Et coopération internationale, où les agents reçoivent des primes minimes. Vous ne voyez pas que cette question aussi doit être analysée au niveau Je pense que c'est le moment d'en parler, d'aborder au sein du gouvernement, parce que ça a toujours posé des problèmes. Il est anormal, par exemple, que certains ministères puissent être bien payés, bien rémunérés, que les autres... C'est mieux placé pour le dire. Donc c'est le moment, je crois que c'est aussi une interpellation, que le gouvernement peut-être puisse, comment je vais dire, saisir les taureaux par les cornes pour en parler, pour en faire aussi trouver des solutions quant à ci. Très bien. Jean Lemba, selon les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'augmentation continue de la masse salariale alimente notamment l'engagement de nouvelles unités sans mécanisme de contrôle suffisamment rigoureux. Il a demandé qu'on puisse exercer également une pression excessive sur les ressources de l'État. Vous ne voyez pas que cette situation, d'abord avec cette question du retard enregistré dans la paie des agents et fonctionnaires de l'État, mais également l'initiative lancée par le président de la République avec la pression du Fonds monétaire international, vous ne voyez pas que c'est une situation qui menace aujourd'hui non seulement l'équilibre budgétaire, mais aussi et surtout la régularité de paiement des salaires des agents fonctionnaires de l'État. Pour entrer, avant d'entrer au fond, ici j'aimerais un peu relever un fait que je n'ai pas soutenu. C'est que j'ai suivi quelques, je ne sais pas comment les appeler, journalistes et communicateurs proches de Vepem Liaou, parler de 13%
13% de fonctionnaires en termes de paye Oui. qui restent sous contrôle du VPM Liao. C'est là que je n'ai pas partagé. Pourquoi? Parce que 13%, c'est-à-dire? C'est-à-dire que dans la chaîne des dépenses, pour payer tous les agents, le ministère de la fonction publique n'a que le contrôle Sur le 13%, oui. Pas de 13% en termes des effectifs, non. Oui. 13% en termes de la paye. Vous voyez un peu. Je me suis dit, ça c'est une communication assez ratée. Je sais Comment pas. ça? D'où émane un peu peut-être l'initiative. Quand vous dites que le FFM Liao n'a que 13%, pour le reste, c'est pas qui le contrôle alors? On ne sait pas. D'accord. Même en pourcentage, ça pose un problème. Ça pose un problème. Pour communiquer, on doit être vraiment attentif. On peut exposer les chefs sans qu'on le sache. Peut-être par un zèle aussi excessif. Mais je me suis dit, ici, c'est vraiment une communication ratée. Dire que le VPM ne contrôle que 13% de la paye, pour le reste là, on cherche... Quel paye? Il faut préciser. Les salaires de base. Les salaires de paye. Les salaires de base, qui est d'ailleurs minime. Ouais. Mais donc, la prime... Ceci nous pousse Oui. à se demander du côté du ministre de Finances, Doudou Fouamba, lui contrôle combien en termes de pourcentage? D'accord? Du côté du budget, puisque nous sommes dans la chaîne des dépenses. Vous voyez un peu, ce sont des questions qui n'amènent que des sujets à controverse. Donc c'est pour éviter, les chefs ont donné une instruction, attendons les résultats. Mais les vrais problèmes ici, là où je tenais vraiment à souligner, c'est que c'est plus les rôles de l'IGF. Sous Alingueti, nous n'avons jamais entendu le chef de l'État donner une telle initiative. Pourquoi? Parce que lui-même, l'IGF était actif dans ce rôle. Il y a une léthargie, c'est pas qu'on ne trouve pas de qualifications. Il y a une absence, c'est comme si ces services-là, on a supprimé. Je ne sais pas si vous considérez. Ouais. Où est cette dissuasion-là, hein? L'IGF, la Mouka. Où cette situation, où les mandataires, les gouverneurs, le fait d'écouter, d'entendre ces mecs que l'IGF s'apprête à descendre sur vous, il y a déjà la panique. Où est ça aujourd'hui? Donc tous, aujourd'hui, c'est celle on a critiqué, nous avons en fait. critiqué à tort Alingueti ici, alors qu'il a fait un grand Les gens travail. n'ont même C'est pas... comme si nous l'avons compris en retard. Ouais. Ils s'appellent comment? Je m'excuse, je n'aime pas parler des individus. Ah non. Nous n'aimons pas parler d'individus, nous parlons simplement du rôle de ces services-là. Oui. La tâche. Vous savez que sous Alingueti, on ne l'a pas dit. Je crois à un moment donné, certains inspecteurs de toujours de finances, au niveau de la RVA, vous pouvez vérifier, ont été sanctionnés par l'IGF lui-même. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, c'est pas ces complots magouilles entre les mandataires de l'époque avec... ils sanctionnaient même. Et aujourd'hui, je ne sais pas quel est le rapport d'une seule entreprise que vous avez entendu, publié par l'IGF, qui ne nous amène pas à analyser. Une absence totale. Je ne sais pas s'il y a peut-être une prochaine ordonnance. Je crois que le chef doit penser peut-être à l'IGF. Hein? Changer. Alingueti a boosté ces services-là. Si aujourd'hui nous pouvons avoir les grands projets qu'on appelle les rocades, c'est l'œuvre de l'IGF. Oui. Les contrats révisités, ça c'est l'œuvre de l'IGF. Aujourd'hui, aidez-moi, je suis journaliste, je fais cet effort-là pour comprendre où sont les réalisations. Ne serait-ce que capitaliser ce que vous avez trouvé comme acquis. Où sont-ils? Une léthargie qu'on trouve. On ne connaît même pas son nom, on ne sait même pas si... Peu importe les noms, ce n'est pas le nom qui doit poser problème ici. Nous voulons le voir à l'œuvre. Je ne sais pas, c'est peut-être l'occasion. On n'apporte pas des critiques, je ne sais pas, par un mauvais sentiment ou un sentiment impur, mais simplement pour l'éveiller, pour dire qu'on ne sent plus l'IGF par toutes les entreprises. Ou peut-être il y a cette complicité maintenant entre les mandataires et les inspecteurs. C'est une interrogation. Mais c'est qu'on dit, oui. Je reviens à vous. En 2023, un audit avait déjà été réalisé sur le fichier
de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, notamment après les conclusions de l'inspection générale des finances sous Alinguetti, pas sous l'impulsion de l'actuel, concernant certaines irrégularités plutôt dans les systèmes de paiement. Aujourd'hui, après des nouvelles observations du Fonds monétaire international sur la masse salariale en République démocratique du Congo, on se pose la question de savoir qui revient et qu'est-il réellement advenu des recommandations issues de l'audit de 2023, le nettoyage du fichier de la paye a-t-il été effectivement finalisé? Voilà autant de questions que vous devez répondre. Oui, il n'y a pas d'efficacité. Je ne changerai pas de langage. Nous n'avons pas une administration saine. J'ajoute saine. L'administration n'a jamais été saine. Même aujourd'hui, l'administration n'est pas saine. L'administration fonctionne vaille que vaille. Ils prennent toutes les directions possibles, mais pas la direction de pouvoir faire en sorte que cette administration soit une administration de développement, qui soit là pour rendre service aux usagers que nous sommes, aux citoyens. Donc cette administration, même quand on parle des réformes, là pour moi ce sont des réformettes. Parce qu'une bonne réforme aurait pu être ceci. Nous avons une administration, pourquoi faire? Est-ce que par rapport au fonctionnement de cette administration, on est à l'heure du numérique, voire même de l'intelligence artificielle? Combien a-t-on besoin de fonctionnaires pour que cette machine roule normalement? On a besoin à ce que tous les usagers quittent Bandal, Matongé ou autres pour aller chercher le passeport en ville. C'est que déjà un problème déjà. À quoi servent les communes? À quoi sert cette loi-là de la décentralisation? L'administration ne fonctionne pas bien, il y a pléthore. On est à plus de 1 500 000 fonctionnaires. Pourquoi faire? Alors que tu rentres dans certaines contrées de provinces, certains territoires, il n'y a pas pléthore de fonctionnaires, il y a plutôt carence. Au lieu d'avoir 1 500 000 fonctionnaires, moi j'aurais voulu réduire cette administration aux 2/3 au mieux, sinon la moitié. Et que l'enveloppe qui était destinée à ces fonctionnaires qui passent leur temps en dessous des arbres puisqu'il n'y a pas de bureau pour les caser, ou alors quand ils ont des bureaux, au lieu d'être à 2, ils sont à 5, à 7, confinés. Quand il fait chaud, c'est encore pire. J'aurais voulu que cette masse soit traduite au niveau de la territoriale pour financer les corps de la sécurité, que ce soit la police, l'armée, l'ANER, la DEMIAP, au niveau de nos frontières, au moins qu'ils servent à quelque chose. Mais aujourd'hui, je ne vois pas des résultats de notre administration. On a sorti un bulletin avec tous leurs noms, etc., leurs matricules. C'est pas ça qui fait avancer l'administration. Il y a pléthore de gens qui sont là, alors qu'ils sont en âge de la retraite, ils attendent que leur paiement pour partir. Merci à l'AFD, l'agence française qui finance les 1200 qui vont partir là. Oui. On doit déjà sortir ceux qui sont en âge de la retraite et ensuite, pour bien restructurer, se poser la question ou poser la question à certains d'entre eux qui ont des projets d'entreprise. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est développer l'économie par la création de l'entreprise, favoriser l'entrepreneuriat, poser des questions à des volontaires qui ont des projets d'entreprise et leur donner des enveloppes de moyens qu'ils aillent monter leur entreprise pour embaucher 1 ou 2 personnes, etc. C'est beaucoup plus intéressant, plus intelligent que de rester dans le système du fonctionnement que nous avons actuellement. Au niveau de la masse salariale, moi j'ai dit, on devrait de ce côté-là gérer notre administration comme on gère une entreprise. On ne devrait pas arriver à 60% dans notre budget qui correspondent au salaire. Puisqu'il y a aussi, en dehors des salaires, il y a le fonctionnement. C'est-à-dire acheter des bureaux, multiplier le nombre de bureaux, ça nécessite des moyens. Oui. Si tout, plus de 60% rentre dans la paye, c'est que c'est mal géré, mal administré. Ce que le président de la République demande là, il les demande, certes, par rapport à certaines recommandations du FMI,
puisque la masse salariale déborde depuis des années, c'est pas nouveau. Mais c'est au-delà de ça, c'est pour pouvoir essayer de revoir comment rebooster l'administration, puisque c'est la colonne vertébrale d'un État. Très bien. Changeons de registre. Parlons cette fois-ci de cette réflexion stratégique face à un cycle récurrent des violences en République démocratique du Congo. La question reste sur toutes ses lèvres. Ousmane Podokaba, je commence par vous. La République démocratique du Congo se débat dans de sérieuses difficultés sécuritaires aujourd'hui, qui est aggravée notamment par le Rwanda, qui nous agresse aujourd'hui. Face à cette réalité, Ousmane Podokaba, que faudrait-il faire pour mettre fin à ce cycle infernal de la guerre en République démocratique du Congo? Nous devons avoir une armée forte. C'est le plus important. Nous l'avons toujours dit, et puis, comment je veux dire, nous revenons toujours dans la même situation. Ça va durer, ça a duré, c'est aujourd'hui... On est dans le cercle vicieux. Dans le cercle vicieux, comme on le dit, dans la routine. Donc ça doit faire 30 ans ou même plus de 30 ans que nous revenons sur le même problème. C'est le problème d'insécurité, c'est le problème d'agression du Rwanda. Et lorsque j'entends aujourd'hui le Rwanda dire haut et fort que c'est lui qui est en coordination avec le M23, je le soutiens, il a dit très clairement. Parmi les Rwandais, il y a également la Senko qui a dénoncé aujourd'hui. Il y a la Senko qui vient de critiquer cette attitude rwandaise. Il a mettre dans une même longueur d'onde que le président de la République, qui a souhaité dénoncer l'agresseur en fait. Donc ça dépend de nous ici en République démocratique du Congo, de pouvoir avoir une armée forte. Je pense que nous ne devons pas toujours compter sur cette fameuse communauté internationale, parce que le Rwanda aussi fait partie de la communauté internationale. Je voudrais un peu, comment je veux dire, Kagame, lorsqu'il était, je pense, rebelle de la AFPER, je crois, il a eu à demander, pas en tant que rebelle, mais en tant que peuple Tutsi. Il demandait plusieurs fois, constamment, à la communauté internationale, que la communauté internationale vienne au secours des peuples Tutsi qui étaient, selon lui, supposés massacrer au Rwanda. Il fallait que Kagame prenne, comment je vais dire, saisisse le taureau par les cornes pour agir. Il n'a pas entendu la communauté internationale. Moins encore les organisations régionales. C'est à nous ici en République démocratique du Congo, je crois, le président de la République est dans cette voie-là, parce que le budget, bon, je ne sais pas si ce budget va être réalisé. Avec le budget 2025 et 2026 ici, oui. Il y a 5 milliards de dollars qui est prévu pour l'armée, pour la défense. Oui. Je crois que donc il y a le président de la République a cette volonté que l'on puisse en finir une fois pour toutes par le moyen militaire, parce que tous ces moyens ici, dialogue, patati patata, ça ne va rien résoudre, ça ne va rien résoudre. Nous devons chercher, ou soit, nous devons chercher des alliances fortes. Si les États-Unis d'Amérique, la France et consorts ne savent pas peut-être nous accompagner sur le plan militaire, nous devons regarder ailleurs. Très bien. Jean Lemba, Ousmane Podokaba a parlé de cette question, de la détermination du président de la République pour mettre fin à cette question de la guerre. Mais entre-temps, on assiste à une floraison de frustrés sur le plan interne qui, du reste, après avoir été frustrés, ils ont opté pour la voie de la rébellion. Mais la rébellion, comme moyen d'accession au pouvoir, quelles conséquences pour la République démocratique du Congo en tant qu'État-nation? Merci Eddy. Si tu permets, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. J'ai tenu à les mentionner aussi. Oui. Parlant du contrôle ou de l'instruction du chef de l'État par rapport à l'audit de la chaîne de paie, c'est que il n'y a pas, j'ai eu à les relever ici, il n'y a pas que l'UGF qui a ce rôle de contrôle. Il y a le Parlement aussi. Il y a aussi le Parlement. Et la Cour de compte.
ici, la Cour des comptes. c'est encore l'occasion de veiller aussi l'institution parlementaire. Pour dire que quand vous Toutes ces institutions n'arrivent même quand pas vous à sortir n'assumez des pas assez réalités. votre rôle, Oui. voilà que le chef de l'État est obligé Monter au créneau. d'être dans tous les fronts, alors que c'est quand même ça. Mais pourquoi ils sont ça réduit l'institution. Oui. Je suis sûr que si c'était pendant la session, vous verrez pas mal des interventions pour peut-être s'accaparer de l'actualité, pour dire que le ministre FPM doit être interpellé, les deux ministres doivent être interpellés. Maintenant que nous sommes en pleine vacances, ils ont tous suivi, alors que c'était à eux de jouer ce rôle-là. Pourquoi je l'ai dit? Ça me vient à l'esprit, c'est qu'à un moment donné, je crois que c'était sous les rênes de Kabila, pendant que Mata Tampono était Premier ministre, il y a eu un contrôle parlementaire au niveau du Sénat. Lequel contrôle a dévoilé des scandales, comme quoi que la Banque centrale avait des comptes parallèles dans certaines banques ici. Je me rappelle, à l'époque, paix à son âme, c'était le ministre délégué aux finances, c'était M. Kitebi, de triste mémoire aujourd'hui, paix à son âme. Il y a eu des bons niveaux de Sénat dans lesquels nous avons assisté. Et le ministre s'est défendu pour dire qu'en réalité, ces comptes n'existaient pas. Il y a une seule caisse de l'État qui est à la Banque centrale de Kosovo. L'initiateur qui était à l'époque, l'initiateur Mongoul, des tristes mémoires aussi, puisque paix à son âme, vous savez, après les réponses du ministre Kitebi, il a démontré, preuve à l'appui, avec, je crois, 13 coupons, pour montrer que effectivement, il y a des comptes parallèles ici à l'Access Bank. Pourquoi je l'ai dit? Tout simplement pour que ceux-là qui auront la tâche d'auditer un peu sur cette chaîne de paix, d'aller un peu fouiner, hein, tous ces archives ici, les annales parlementaires font foi pour trouver un peu de voies et moyens. Ça peut les aider. C'est l'occasion de veiller un peu. Le chef a donné l'instruction, après avoir constaté un peu cette léthargie dans quelques services. C'est l'occasion de veiller un peu la population. Et Très bien. Je reviens un peu à ta question. Oui. Tu as parlé des efforts du chef de l'État par rapport à c'était encore quoi par Pour la fin des hostilités. Fin des hostilités. C'est l'occasion ici de saluer la franchise du Burundi. Ça, c'est ce qu'on appelle un pays ami. Et une fois que le M23 avait envahi le territoire de Uvira, la première décision de ces pays était de fermer la frontière. Oui, pour exactement. montrer son désaccord avec ces rebelles ou ces agresseurs. Voilà qu'aujourd'hui, 2 mois plus tard, c'est au mois de décembre, qu'ils se sont retirés, même Burundi ouvre ses frontières. C'est ce qu'on doit saluer. Nous n'avons pas que des ennemis. On doit saluer pour montrer un peu que dans tous les fronts, le Burundi se montre un peu très coopératif par rapport à la cause congolaise. Nous devons les saluer. Alors, nous parlons de la fin des hostilités. Au finish, nous devons atterrir à ce que nous attendons tous de tous nos voeux, c'est le dialogue. Puisque c'est le dialogue, à tous les niveaux, il doit y avoir une concorde, hein, un langage harmonisant un peu les points de vue. Mais malheureusement, nous assistons plus, comme on dit, aux ventes aux enchères, où on cherche à s'imposer en montrant que ce ne sont pas les institutions qui sont compétentes à convoquer le dialogue. Et de l'autre côté, ils posent pas mal de préalables assez presque irréalisables. Bon, on finira par s'entendre, mais je me dis que la communauté internationale que mon frère cherchait à critiquer ici a fait ses preuves lors de Santiti. La communauté internationale, s'il ne s'implique pas dans ces dialogues aussi, je l'ai dit encore, je crois, devant toujours avec toi dans un des numéros ici, c'est que ces dialogues-ci risquent d'être les pires que nous avons connus. Parce que je ne vois pas un très bon décor. Il y a des gens qui sont déterminés à ne pas voir le chef d'État terminer son mandat.
tu as parlé des frustrés qui, par leur attitude, ils ont pris les armes. Les frustrés, nous sommes tous des frustrés dans ces pays ici, voir ne serait-ce que les conditions de se déplacer, prendre des motos à de longues distances. Je ne sais pas encore le panier de la ménagère. Toutes ces histoires-là, ça nous amène à être tous des frustrés. Est-ce que ceci nous pousse, nous anime à prendre aussi des armes? Ça, ce n'est pas une raison de dire que ce sont des frustrations. Tout ce que nous avons, l'état de paix des agents, qui est d'accord totalement. Mais au moins, le patriotisme doit être enseigné, sensibilisé à tous les niveaux. C'est comme on dit, c'est notre patrie, notre parent. Ce n'est pas conditionné à un certain niveau de vie et que moi, à mon tour, je ne sais pas se comporter avec des actes aussi répréhensibles. Donc, voilà un peu. Très bien. M. Gandhi, Oui. ces mouvements des rebelles, malgré leur discours idéologique, ont souvent été perçus comme liés, bien évidemment, à des rivalités politiques et à des frustrations liées à la distribution du pouvoir, la situation qu'on a vécue avant et après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais une question fondamentale se pose face à cet état des choses. Alors, est-ce qu'une frustration politique peut-elle légitimer aujourd'hui une rébellion armée dans un État souverain? Ben, la réponse sera non, si c'est simplement ça la question. Mais je pense qu'il y a des choses à dire au-delà de ça. Oui. Moi, j'ai dit aujourd'hui, les dés sont pipés, ou alors les carottes sont cuites. Qu'on le veuille ou non, dans les 3 mois à venir, on ne vivra pas la même situation que nous vivons actuellement à l'Est. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent, je vais m'expliquer là-dessus, il nous faut renforcer l'armée pour ne plus qu'on ait... Oui, il faut renforcer l'armée. Aujourd'hui, dans l'immédiat, on a besoin d'un appui. Les États-Unis, pour se sortir des difficultés qu'ils avaient contre la Grande-Bretagne, qui était leur colonisateur, ils ont eu besoin d'autres forces venant de l'extérieur, notamment de la France et du général Lafayette. La France elle-même, pour se sortir des méandres, des difficultés qu'ils avaient avec les Allemands en 14-18 et en 39-45, il a fallu l'intervention d'autres forces britanniques et américaines, sans compter les Africains qui ont pris part à ces hostilités, notamment les nôtres. Un de mes grands-pères aussi a fait partie de ceux qui sont allés en Éthiopie. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, notre République, notre État a encore des marges. Mais cette marge dépend d'un équilibre à la fois militaire, diplomatique et politique. Sur le plan diplomatique et juridique international, pour ne pas dire droit international, nous avons été soutenus jusqu'à ce jour par le Conseil de sécurité des Nations Unies avec la résolution 2773 et dernièrement, on en parle très peu, la résolution 2808 qui est la résolution qui donne pouvoir aux forces des Nations Unies actuellement dirigées par un Américain, c'est pas les jeux du hasard, le pape est américain, là c'est un Américain, donc pour pouvoir mettre fin à ces hostilités au travers le fait de faire respecter les frontières congolaises, au fait de pouvoir faire respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo. Vous avez vu quand même la représentante des Nations Unies qui est sur place déjà à Goma, où les gens du M23 disaient que c'est eux qui doivent donner l'autorisation. On n'a pas attendu leur autorisation avant que les aéronefs des Nations Unies soient à Goma. Goma aujourd'hui est déstabilisé en parlant de M23 et contrôle plus tout. On est en voie de pouvoir récupérer Goma et récupérer Bukavu. Pourquoi? Puisque nous avons non seulement nos forces armées... Il n'y a plus de replis stratégiques. Il n'y a plus de replis. Très bien. Peut-être c'est la purge au sein de l'armée. Mais qui a joué un rôle. Vous avez bien vu. Il n'y a plus de purge. Il y a les Ouazalendo. Au-delà de ça,
on nous dominait sur le front à l'époque par le fait que nous, on ne dominait pas tout ce qui était télécommunications, espace aérien, etc. Aujourd'hui, fort de l'appui de Maïndombe, donc certains m'ont rigolé au nez quand j'en parlais, je veux dire Blackwater. Oui. Aujourd'hui, on a le renforcement de Blackwater par rapport aux instruments de guerre, puisqu'ils savent comment manipuler cela. Nous avons le service de sécurité d'Israël et des États-Unis. On est au fait de l'information. On sait où on va, on sait où ils sont, on sait comment les avoir, etc. Donc on peut dire sur le plan diplomatique, on est dans une très bonne voie. Sur le plan sécuritaire, nous devons renforcer notre armée, là je suis d'accord avec mon collègue, pour pouvoir sauvegarder l'intérêt de nos populations, le protéger et améliorer la coordination, puisque j'ai parlé de la MONUSCO. On doit travailler en bonne intelligence avec la MONUSCO et les autres forces. Mais vous ne voyez pas que par là, la suppression militaire des rébellions sans réforme institutionnelle, durable, ne met pas nécessairement fin aux dynamiques insurrectionnelles qui bat son plein en République démocratique? Là, c'est aussi une bonne question. C'est-à-dire, concomitamment, oui, en même temps qu'on est en train de gagner sur le terrain, avec l'aide bien sûr de l'extérieur, nous devrons déjà mettre en place des réformes pour savoir comment gérer nos territoires, comment gérer notre pays. On doit réformer l'administration qui est le cœur même d'une nation. On doit pendant ce temps réformer l'administration. L'administration dans le sens pour avoir plus d'efficacité et autres. Cela suppose à un moment donné, quand il y aura le prochain gouvernement, pour moi, ce sera un des tests. Si on arrive encore à avoir 40 ou 50 ministres, moi je dis, on est parti dans une mauvaise voie. On doit réduire l'administration congolaise. S'il y a 25, c'est même trop. On doit être en dessous de 25 ministres et secrétaires d'État. Donc c'est le plus important. Puisque demain, on va aller aux États-Unis. On va d'ailleurs dans d'autres pays au-delà des États-Unis. Les États-Unis, il y a plus de 400 millions, 450 millions. Mon collègue disait, il faut que l'administration, on embauche encore plus, puisque on est à 100 et quelques millions. L'administration Trump, il y a 450 millions d'Américains. L'administration Trump a moins de 20 ministères. On doit avoir moins de ministères, concentrer nos ministères pour les rendre efficaces et importants, que ce soit l'ossature des bases, la colonne vertébrale de l'État, pas les ministres. Les ministres, on saucissonne des ministères égale l'éducation nationale est une. L'éducation nationale, ça devrait être l'éducation nationale depuis l'école primaire jusqu'au secondaire et avoir des bons secrétaires généraux. Quand on regarde l'aménagement des territoires, je l'ai dit et je le redis, il n'est pas mauvais de dire les choses, on devrait intégrer dans l'aménagement des territoires l'environnement, l'habitat, le foncier, voire même les infrastructures et travaux publics. Ça appartient à l'aménagement du territoire. Vous voyez, je vous ai cité deux ministères. En deux ministères, il y avait 10 ministères. On peut le confiner en 2 ministères. Si on fait l'exercice pour d'autres ministères, ce sera pareil. Moi, j'ai dit, pour chuter, il faut aussi appuyer sur le mécanisme de vérification. Pour ça, le Congo a des moyens par voie de presse ou alors par des voies diplomatiques, des courriers pour dire lancer ou soutenir ce mécanisme de vérification. Et enfin, pour le dialogue, j'ai entendu parler des dialogues ici. Moi, je me porte en porte-à-faux. Excusez-moi ce pléonasme. Le dialogue, pourquoi faire? Ce n'est pas le dialogue qui finira la guerre. On doit finir la guerre par rapport au processus que nous avons déjà engagé. Mais en revanche, j'entendais l'autre mot intéressant, cohésion nationale. Cette cohésion passe par le fait qu'il y ait un équilibre au niveau du partage des gâteaux, notamment des salaires. Très bien. En tout cas, c'est la fin. Oui, parce que nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Pourquoi il y a une contradiction? Nous sommes Parce que arrivés quand à tu la dis, fin. nous avons déjà engagé un processus.
Mais les processus en question, si vous vérifiez, vous trouverez le dialogue est aussi... Non, le dialogue à la congolaise, là, est aussi inscrit dans ces processus-là. C'est quand même contradictoire quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord pour le dialogue. Mais qu'est-ce que vous donnez comme alternance? La cohésion. La cohésion doit avoir une c'est le fruit des grilles de salaire. C'est important. On se pose aussi la question, c'est comme si nous sommes dans un pays maudit ou comment à chaque fois les dialogues, pour en faire quoi? Ils ne sont pas maudits, c'est un problème des hommes. Mais finalement, c'est un problème. Pourquoi ne pas laisser l'autre travailler tranquillement jusqu'au bout? Attendez 2028. Au lieu de lui créer des embûches, en fin de compte, on doit dialoguer. Pour quelle finalité? Surtout qu'à Goma, jusqu'aujourd'hui, ça fait une année où il n'y a pas la paye des fonctionnaires. Mais ce n'est pas le dialogue qui fait... Exactement, c'est pour montrer que les bienfaiteurs, ou peut-être les libérateurs, je ne sais pas comment les désigner, ils sont là, en charge de 2 provinces, de grandes villes. En tout cas, c'est la fin. En tout cas, c'est la fin. Plus humaniste. Nous sommes arrivés à la fin. Pas de dialogue, on est sur le terrain. S'il vous plaît, je remercie Ousmane Podokaba, Gérard Lemba ainsi que M. Gandhi d'avoir répondu à notre invitation, l'ensemble de l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle du Canal Congo Télévision. Merci d'avoir suivi Kiosque. Le prochain rendez-vous est donc pris pour les jeudis. Doudou Montiri, Hamilton Jacobi, les coachs. Il est là toujours pour nous coacher.